Vous avez probablement déjà entendu dire que le deep squat, cette position où on descend les fesses le plus bas possible, que c'était le summum de la performance. Vous avez peut-être même déjà essayé de copier le squat d'une personne à la salle de sport qui arrivait parfaitement à maîtriser le deep squat. Mais spoiler, ça marche pas et c'est pas fait pour tout le monde. Sachez que le squat parfait n'existe pas de manière universelle. Ouais, vous avez bien entendu. Ce qui fonctionne sur une personne ne fonctionne pas nécessairement sur une autre. Et me dites pas non plus que le squat est pas fait pour vous à cause de votre morphologie ou de vos trop longues jambes, parce que c'est pas vrai. Donc oui, même vous, derrière votre écran, vous pouvez faire du squat de manière optimale, quelle que soit votre morphologie. Et évidemment en obtenant les meilleurs résultats possibles. Alors avant de vous lancer tête baissée dans votre prochaine séance, je vais vous expliquer exactement quelles sont les différences morphologiques qui peuvent influencer l'exécution de votre squat. Quand on cherche à analyser les différences de squat entre les individus, on se concentre sur différentes parties du corps. En l'occurrence, la longueur des fémurs, la longueur des tibias, et puis d'autres parties du corps dont on discutera un tout petit peu après. Nos deux volontaires du jour, Radia et Emma, font la même taille. Elles mesurent toutes les deux 1,68 m. Et pourtant, elles ont une morphologie très différente. La première, Radia, on pourrait la qualifier de longiligne, alors que la deuxième, Emma, on pourrait la qualifier de bréviligne. Et ce qui différencie les deux, c'est en fait la longueur de leur segment. On voit bien que Radia a un tronc beaucoup plus court que Emma, mais à l'inverse, on voit bien que Radia a le bas du corps beaucoup plus long que celui d'Emma. Et par extension, les longueurs des fémurs et des tibias vont être plus longues chez Radia et plus courtes chez Emma. Alors que, je le répète, les deux font la même taille, elles mesurent toutes les deux 1,68 m. Ce qui nous intéresse en plus, c'est pas vraiment la longueur absolue, c'est plutôt la longueur relative aux autres segments. On s'en fiche un petit peu que Radia ait des fémurs longs et que Emma ait des fémurs qu'on pourrait considérer comme courts. Ce qui nous intéresse, c'est la longueur de ces fémurs par rapport aux autres parties du corps. Ok, c'est bien beau de savoir tout ça, mais qu'est-ce que ça va provoquer sur l'exécution du squat? Eh bien, les morphologies dites longilignes vont avoir plus de difficultés à effectuer une flexion de genou importante. Pour reprendre le cas de Radia, elle aura plus de difficultés à faire avancer les genoux sur un squat par rapport à Emma. Forcément, le buste va être plus incliné sur l'avant, la flexion de hanche va être plus importante et potentiellement Radia va plutôt travailler la chaîne postérieure lorsqu'elle effectue un squat classique. Emma, c'est tout l'inverse. Avec ses fémurs plutôt courts, les genoux vont pouvoir avancer plus loin devant, le buste sera plus redressé, la flexion de hanche moins importante. Du coup, son squat effectué de manière classique va plutôt être pour les quadriceps. Pour un pratiquant ou une pratiquante qui ne connaîtrait pas ces différences morphologiques, ça peut être parfois frustrant de se dire « je vais effectuer l'exercice le plus connu au monde, le squat, pour travailler les cuisses, mais il suffirait que cet individu ait les fémurs longs pour que l'exécution devienne presque un calvaire. » Alors ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer le squat, et je vous en parlerai juste après. Ça veut juste dire qu'il faut être au courant de ces spécificités morphologiques pour éventuellement adapter le squat pour qu'il soit l'exercice parfait pour travailler les quadriceps ou les fessiers. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous expliquerai exactement comment adapter le squat en fonction de vos spécificités morphologiques. Ce qui m'intéressait en comparant deux personnes comme Radia et Emma, c'est que Emma, avec sa morphologie plutôt bréviligne, va avoir un squat tellement focalisé sur les quadriceps que pour elle, ça va lui demander beaucoup d'efforts pour développer les fessiers. Alors pour le cas d'Emma, étant donné que c'est une pratiquante expérimentée qui a réussi à développer tous les groupes musculaires de son corps, tout va bien, elle n'a pas à se plaindre. Mais si vous êtes dans le cas d'Emma et que vous ne connaissez pas ses spécificités morphologiques, c'est clair que ça peut être très frustrant de faire un squat qui ne travaille que les quadriceps sans jamais arriver à solliciter les fessiers. Avant de vous partager les prochains conseils, merci à Coro de sponsoriser la vidéo. Vous les connaissez, ça fait des années qu'ils me suivent et je suis toujours aussi fan de leurs produits. Je commande littéralement tout ce qu'il y a dans mes placards sur Coro, que ce soit mon riz, mes flocons d'avoine, mon huile d'olive, mon huile de coco, mes céréales, mes olives, ma confiture, ma compote, absolument tout. Je suis sûr que vous trouverez votre plaisir en allant sur le site Coro. Évidemment, j'ai un petit code promo pour vous, NAS5 lorsque vous faites votre commande. Le tout en cliquant sur le premier lien dans la description. Vous cliquez sur le lien, ça ouvre un nouvel onglet, vous finissez la vidéo et vous faites vos courses juste après. Merci encore à Coro et faites-vous plaisir sur le site. Typiquement, lorsqu'on parle de l'exécution d'un squat en fonction des différences morphologiques, on parle très souvent du fémur. Alors certes, c'est probablement l'aspect le plus important, mais il y en a beaucoup d'autres. Et pareil, si vous ne les connaissez pas et que vous vous reposez uniquement sur la longueur de votre fémur, vous laissez de côté beaucoup d'informations qui peuvent être primordiales pour l'exécution de votre squat. Si je vous parle de la longueur du tibia, est-ce que ça vous dit quelque chose? Instinctivement, vous allez peut-être vous dire, plus le tibia est long, plus ça va être compliqué d'avoir un squat redressé, c'est un peu comme le fémur. Eh ben non, c'est l'inverse. La longueur du tibia a une influence inverse par rapport à celle du fémur. Ça veut dire typiquement que si vous avez les fémurs longs, mais les tibias longs également, eh bien vous pourrez faire un squat plus redressé qu'une personne qui a les fémurs longs et les tibias courts. Oui, je sais, là ça peut paraître compliqué, mais si vous voulez devenir des rois du squat, eh bien il faut quand même connaître ces distinctions. Donc il est tout à fait possible que vous ayez des fémurs courts, mais que vous ayez quand même des difficultés à faire un squat redressé parce que vous avez également des tibias courts. Alors je vous rassure, pas besoin de sortir un mètre pour mesurer la taille de vos fémurs et de vos tibias. En général, lorsque vous vous filmez de profil et que vous regardez votre exécution, vous arrivez à estimer plus ou moins la proportion de chacun de vos segments. En fait, avoir les tibias longs, ça permet typiquement à l'articulation du genou d'avancer plus loin devant, du coup d'avoir une plus grosse flexion de genou et potentiellement des quadriceps qui travaillent plus. Et c'est évidemment le contraire pour les tibias courts. Dans ce cas-là, le genou ne peut pas avancer aussi loin devant et c'est plutôt la flexion de hanche
qui va être encouragée, donc la chaîne postérieure qui travaillera un petit peu plus. Vous commencez à un petit peu comprendre la relation entre longueur de fémur, longueur de tibia. En comprenant tout ça, vous avez déjà une grosse partie de l'équation du squat qui est réalisée. Il y a un truc qui est encore plus choquant que les différences morphologiques des individus sur le squat, c'est le nombre de personnes qui regardent mes vidéos sans y être abonnées. Il y a 58% des gens qui regardent ces vidéos et qui ne sont pas abonnés à la chaîne. J'avoue que je l'ai un peu pris personnellement, ça m'a rendu un petit peu triste. Donc si vous regardez cette vidéo, que vous avez appris des choses et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. Ok, je ne sais pas si vous allez considérer ça comme une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais on n'a pas terminé. Il reste encore quelques inconnus à identifier dans l'équation du squat, et ce dont je vais vous parler maintenant va avoir une influence un peu différente sur votre exécution. Je parle en l'occurrence de la largeur du bassin et de l'orientation du col du fémur. Là, on rentre vraiment dans des différences anatomiques un petit peu plus profondes, littéralement d'ailleurs, parce qu'au contraire de la longueur du fémur et des tibias, l'orientation de votre col du fémur, malheureusement, vous ne pouvez pas le vérifier. On peut juste faire des suppositions en fonction de la facilité que vous allez avoir à exécuter un squat, soit pied serré, soit pied écarté. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des pratiquants à la salle de sport, et j'en fais partie, qui effectuent le squat avec les pieds largeur du bassin? Jamais plus large. Et au contraire, il y a d'autres personnes qui automatiquement, lorsqu'elles réalisent un squat, vont plutôt ouvrir les pieds un peu plus large que le bassin, voire même largeur des épaules dans certains cas. Et ça, c'est typiquement révélateur des différences anatomiques au niveau du bassin et au niveau du col du fémur. Pour préciser un peu les choses, l'angle du col du fémur peut être plus ou moins incliné. Il peut se rapprocher de l'horizontale ou au contraire se rapprocher de la verticale. Et en fonction de cet angle, vous allez atteindre plus ou moins rapidement une butée articulaire, ce qui empêche certains individus, encore une fois j'en fais partie, à écarter les jambes et être totalement à l'aise avec ça. C'est pour ça que je ne peux pas faire de squat sumo et c'est pour ça que je ne ferai jamais de soulevé de terre sumo non plus. C'est pas parce que je considère que c'est de la triche, c'est juste parce que, morphologiquement parlant, j'en suis pas capable. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur votre exécution du squat? Ça veut dire qu'il ne faut pas vous obliger à avoir un écartement particulier, en imaginant que resserrer les pieds, ça va plus travailler les quadriceps et écarter les jambes, ça va plus travailler les fessiers ou les adducteurs. Ce qui en soi est pas totalement faux, mais il ne faudrait pas se forcer à adopter une position qui anatomiquement ne vous convient pas. Vous n'avez pas besoin de suranalyser la chose. Instinctivement, on a tendance à choisir l'écartement avec lequel on performe le mieux et l'écartement avec lequel on se sent le mieux. Et j'ai fait un petit test avec Radia et Emma. Je leur ai demandé de faire une série de squats sans leur donner d'indications supplémentaires et automatiquement, Emma a adopté une position plutôt serrée et Radia a adopté une position plutôt écartée. J'avais pas besoin de mesurer la largeur de leur bassin, j'avais pas besoin d'observer au microscope l'inclinaison du col du fémur. Elles ont instinctivement choisi l'écartement qui leur convient le mieux. Moralité, ne vous forcez pas à adopter un écartement qui ne vous va pas. Suivez votre instinct et choisissez la position avec laquelle vous performez le mieux. Cette vidéo serait pas complète si j'abordais pas le sujet de la mobilité articulaire, parce que oui, ça a une influence sur l'exécution de votre squat. Et clairement, on a tous une mobilité articulaire plus ou moins importante qui va nous permettre d'avoir une amplitude plus ou moins grande sur les exercices de musculation. Et concrètement sur du squat, ce qui nous intéresse, c'est la mobilité au niveau de l'articulation de la hanche et la mobilité au niveau de l'articulation de la cheville. La mobilité articulaire, elle est déterminée par plein de facteurs différents. Ça peut être la longueur de vos muscles, la longueur de vos tendons, la forme de vos articulations. Tous ces facteurs-là vont influencer votre mobilité articulaire. Tout ça, c'est dicté par la génétique. Après, il y a évidemment des exercices qui permettent théoriquement d'améliorer sa mobilité articulaire. Mais alors, comment identifier tout ça? Il y a des tests très simples, en l'occurrence pour la mobilité de la hanche. Pour vérifier jusqu'où vous pouvez descendre lorsque vous réalisez un squat, vous allez tout simplement vous allonger au sol. En fléchissant le genou à 90 degrés, vous allez rapprocher la cuisse de la poitrine et dès que vous sentez que la colonne vertébrale commence à s'arrondir, le bas du dos commence à s'arrondir, eh bien vous savez que vous avez atteint le maximum de votre amplitude. J'ai testé ça avec Radia et avec Emma, elles ont plutôt une bonne amplitude articulaire au niveau de la hanche et c'est pas surprenant lorsqu'on les voit effectuer leur squat. Et pour ce qui est de la mobilité de la cheville, si vous sentez que vous êtes restreint lorsque vous exécutez un squat et que vous avez les talons qui commencent à décoller un petit peu en bas du mouvement, c'est probablement que la mobilité n'est pas suffisante et du coup on peut tricher entre guillemets, c'est pas vraiment de la triche, c'est plutôt de l'adaptation, en utilisant soit des chaussures d'haltéro, soit une cale qui va permettre de surélever les talons et du coup de permettre aux genoux d'avancer un petit peu plus loin. Personnellement, c'est ce que j'utilise très régulièrement et c'est aussi ce que je conseille aux pratiquants de muscu qui se sentent un peu limités par l'articulation de la cheville. J'aimerais que vous reteniez la chose suivante par rapport à l'exécution du squat. Le squat, ça reste un mouvement exceptionnel pour travailler soit les quadriceps, soit les fessiers, quelle que soit votre morphologie. Je n'ai jamais conseillé et je ne conseillerai jamais de supprimer totalement le squat, même si vous avez une morphologie qu'on pourrait appeler désavantageuse. Il y a toujours la possibilité de s'en sortir, soit en utilisant justement des cales pour surélever les talons, soit en modifiant l'écartement de vos pieds pour vous sentir plus à l'aise, soit en réduisant l'amplitude du mouvement en fonction de votre mobilité articulaire. Vous pouvez aussi utiliser des tempos d'exécution pour être sûr de mieux maîtriser le mouvement. Et on peut même exécuter le squat à la Smith Machine. Ça reste un squat, ça reste le même mouvement si jamais on a besoin de plus de stabilité. Donc oui, le squat est un très bon exercice, quelle que soit votre morphologie. Tout ce qui compte au final, c'est de l'adapter à vos spécificités. Ok, j'espère que toutes ces informations vous ont éclairé. Dites-moi dans les commentaires si vous vous considérez plutôt comme longiligne
ou breviline. Et si vous avez du mal à exécuter le squat, je serais curieux de le savoir. Si vous avez apprécié la vidéo, un gros pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne et on se retrouve très vite pour d'autres conseils. A plus.